On va aller plus loin parce que derrière tout cela, on parle notamment d'automatisation. Et cette automatisation qui peut faire le sel de la productivité des entreprises nous fait changer de regard sur l'emploi, sur l'employabilité, sur le travail tout simplement, et donc sur les travailleurs. On va en parler avec deux spécialistes qui me rejoignent ici. Vous accueillez Joël Ruiz et Baptiste Dominguez, s'il vous plaît. Vous pouvez les applaudir. Messieurs, venez me rejoindre. Joël Ruiz, Baptiste Dominguez. Installez-vous, Joël, je vous en prie. Baptiste Dominguez qui est dans la salle. Est-ce qu'il peut crier, Baptiste? Et donc Baptiste n'est pas là. Et donc je vais faire Baptiste Dominguez, si vous voulez bien. Joël Ruiz. Oui. Non, pardon, je croyais que Baptiste était plus loin. Si Baptiste nous rejoint, vous l'envoyez, je lui expliquerai qu'il sera trop tard, mais quand même vous l'envoyez. Joël, vous êtes vous à la tête d'AGFOS PME. Un mot déjà sur AGFOS PME, c'est l'occasion de se présenter. Oui, alors je pense que dans l'assistance, beaucoup nous connaissent déjà. Hein. Donc nous sommes un financeur de la formation professionnelle et on a un certain nombre de fédérations de branches qui adhèrent à l'AGFOS PME Oui. et qui bénéficient de financement de la formation professionnelle et de soutien à des politiques de branche. On va parler notamment de ce regard que l'on peut porter sur tout cela. La première question que l'on se pose, que l'on va se poser à la machine à café, que l'on se pose dans l'entreprise, dans le repas de famille, certains métiers sont-ils amenés à disparaître à cause de tout cela? Alors Nicolas, c'est la question qui tue. Bah oui. Évidemment, on est tous sur ce sujet. Ça en devient même étonnant puisque c'est devenu une sorte de sujet politique lors des dernières élections. On a entendu des imprécateurs nous disant « mais ça y est, je vous annonce la destruction de milliers d'emplois Oui. ». On a entendu des prophètes nous disant « mais pas du tout, on est en destruction créative accélérée ». Je pense que nous tous qui sommes là dans la salle, on sait très bien que ce qu'on observe en tout cas, c'est que les métiers de la quantité, c'est-à-dire ceux pour lesquels la donnée est essentielle dans l'exercice du job, qui nécessite de traiter des volumes, ceux-là évidemment, ils sont touchés, très directement touchés. Parce que sur des gestes simples dans des métiers, sur des reconnaissances d'images, choses de ce genre, on peut substituer assez facilement. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'en fait, plus qu'une destruction des métiers, on voit que les algorithmes apprenants ou les intelligences artificielles, ils vont aussi libérer des tâches routinières, ça a été très très bien dit tout à l'heure, ou des tâches fastidieuses, donc en fait ça vient améliorer la qualité du travail et la capacité à faire plus. Puis enfin, on parle de l'intelligence artificielle, mais j'ai beaucoup aimé ce que Marie-Odile en début de propos a dit. En fait, notre difficulté à tous, ici, quand on est amené à regarder un secteur bouger, c'est que l'intelligence artificielle, elle s'adosse à d'autres transformations. Oui. Et qu'il y a un processus, on va dire, de mise en mouvement de plein de nouveaux entrants techniques. Il y a évidemment l'intelligence artificielle, s'ajoute à ça les objets connectés, s'ajoute à ça évidemment le big data et les conséquences que cela emporte. On n'a pas évoqué la miniaturisation et la convergence Internet. La difficulté, c'est d'appréhender le complexe parce qu'en fait, ces différents entrants bouleversent et peuvent faire, j'ai aimé la formule, on la connaît tous, disruption, à un moment donné, dans une famille de métiers. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut se dire? Moi, j'aime bien la sagesse du Conseil d'orientation de l'emploi, qui en début d'année nous a fait une proposition. Nous, on l'a vérifié dans une quinzaine de secteurs professionnels, on est à peu près d'accord avec eux sur le résultat de l'analyse. 10% d'emplois détruits, environ 10%. La difficulté, c'est qu'on a du mal à évaluer ce qui pourrait être créé aujourd'hui, sauf dans la filière du numérique. Mais dans les métiers traditionnels que nous représentons tous ici, on voit à peu près des destructions arriver. Selon les secteurs, elles peuvent être plus ou moins profondes. Ce qui est surtout important, c'est pas ça. C'est 40% des emplois transformés. Mince, alors je pensais que j'aurais pour moi seul le micro. Alors je le partage. Baptiste Dominguez, bien sûr. Baptiste. Vous attendez qu'ils vous applaudissent, c'est ça en fait? Très bien. Et ils l'ont fait juste avant. 40% des emplois transformés. Et donc, en tant que patron d'une association professionnelle, comment est-ce que je peux accompagner cette transformation des emplois? Nous, notre job, à l'AGFOS, c'est évidemment d'aider à soutenir cette transformation, voir comment on peut se poser et voir les petites conquêtes rapides que l'on peut engager pour amener cette transformation. La première des conquêtes rapides, c'est de faire une petite analyse sommaire de l'existant auprès des ressortissants des différentes fédérations. Mais ce n'est pas suffisant. Tout le monde nous propose des enquêtes en ligne là. Ça, je ne vous cache pas qu'on a des choses super. Nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il faut d'abord aller voir les gens, aller voir les patrons. On peut travailler ça selon la méthode des quotas et faire de sorte d'être à peu près représentatif. Parce qu'on capte énormément de choses
dans le face-à-face, dans le relationnel, qu'on n'ose pas vous avouer dans une enquête en ligne. Faire une photographie de l'existence est indispensable pour lancer les premiers chantiers. Les premiers chantiers de transformation, c'est simple, c'est des petites conquêtes rapides. Votre voisin, merci Baptiste de nous avoir rejoints. Vous êtes le directeur B2B d'Open Classrooms. Je dirais que vous êtes le Open Classrooms, c'est la plateforme, alors juste incroyable, internationale, qui permet d'apprendre les métiers aujourd'hui du web, mais aussi les métiers de demain, les métiers du digital. Vous êtes une référence internationale. Alors, je vous le dis d'autant plus que j'entends parler de vous à travers le monde régulièrement. Je me suis laissé dire, alors je ne sais pas si c'est la légende, mais à la rigueur, ne me crevez pas mon rêve, que Zuckerberg aurait aussi fait ses premiers pas grâce à Open Classroom. En fait, vous êtes vous avez disrupté le monde de l'enseignement, tant et si bien que vous êtes même, et alors au sacrilège, reconnu par le ministère de l'Éducation nationale. Racontez-nous. Alors, concernant Zuckerberg... Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas, hein, c'est ça. Je parlais du chanteur, oui. Ok. Effectivement, l'ensemble des parcours diplômants sur Open Classroom sont donc des titres RNCP. Donc, reconnaissance... RNCP, oui, c'est ça. RNCP, c'est... Bon, je pense qu'ici, tout le monde le connaît. Pas moi. Ok, très bien. C'est le répertoire national de la certification professionnelle. Bien sûr. Qui est édité par la CNCP. Évidemment. Voilà. Et donc, l'ensemble de ces diplômes ont un niveau reconnu par l'État, et effectivement ce sont des diplômes de l'enseignement supérieur, ce sont des titres de niveau 1, niveau 2, niveau 3, ce sont des équivalents Bac plus 5, Bac plus 3, 4, Bac plus 2, et effectivement ils sont plutôt orientés sur des métiers du numérique d'un côté, mais pas que, aussi des métiers transverses traditionnels de l'entreprise qui sont amenés à être transformés, qui sont amenés à muter au travers donc de la perfusion du digital de plus en plus présente au sein des entreprises. Donc on s'attaque effectivement, enfin on propose en tout cas des solutions de formation à l'ensemble de ces personnes qui souhaitent obtenir cette qualification et cette compétence. Dans la question qui vient ensuite, puisqu'on vient d'aborder avec Joël Ruiz en un instant, si les métiers sont amenés à disparaître, et on voit bien que non, en tout cas à changer, à se modifier, mais la question d'après, c'est finalement qu'est-ce que ça change de notre relation au travail, qu'est-ce que ça change à notre mode de fonctionnement professionnel finalement, et est-ce que finalement les changements que ça induit vont multiplier les emplois? Non. Merci. Non, enfin, réponse efficace aussi. Je ne peux pas me contenter de dire non et puis de pas aller plus loin. Évidemment. Mais non, ils vont transformer les emplois. Mais c'est une illusion de croire qu'on va aller dans une pénurie d'emplois, dans une exploitation plus forte du nombre de tâches qui deviendraient des conceptions d'emplois de façon significative. Non, on n'est pas sur cette tendance-là. Ou alors, on se ment. Bien on sûr. se fait plaisir. Oui, oui. Non. Mais pour autant, il ne faut pas aller non plus vers une destruction massive d'emplois. Enfin, à un moment donné, je crois qu'il faut savoir un peu raison garder. Enfin, je ne sais pas si vous avez... Régulièrement, on fait un petit état de ce qui se déclare. Alors, vous avez toujours des spécialistes américains qui nous font des déclarations extraordinaires. Alors, moi, je suis effaré. Vous savez, dans 120 ans, il n'y aura plus d'emplois humains. Les IA remplaceront les emplois humains. Eh ben, ça nous fait une belle jambe. On fait quoi avec ça? Oui. Et quand c'est pas, non, on vous a pas dit c'est pas dans 120 ans, c'est dans 2 générations, dans une génération. Je pense qu'à un moment donné, il y a une sorte d'effet fantasmagorique autour du sujet. Je crois qu'il faut revenir à des choses qui sont des choses telles qu'on peut les maîtriser aujourd'hui. Un patron de branche, il a besoin de savoir comment il va maîtriser sa politique demain. Concrètement, moi, je vous invite tout simplement à vous dire 1. Je fais une photographie de l'existant. 2, on sait aujourd'hui qu'il y a des bonnes pratiques. Il ne faut pas hésiter à partager. Oui. 3, la formation est un moyen extraordinaire pour amener un nouveau regard sur la formation, sur les métiers et pour accompagner des transformations. Je le signale parce que, entre autres, avec Open Classroom, on a réussi à monter des opérations qui ont pu changer un regard sur un métier. 3, un métier, l'expert métier, on en aura toujours besoin. Une intelligence artificielle, elle va faire ce que fait l'expert métier. Mais on aura toujours besoin de contrôler, de vérifier ce qu'elle fait, quoi qu'il en soit, et d'amener le petit plus dans le métier. Donc de toute façon, on aura toujours besoin de contenu métier important. 4, et là je ferai fini sur le point qui me semble majeur, par contre ce qui va se passer, c'est de développer des compétences qui sont peut-être aujourd'hui moins essentielles, mais qui vont être indispensables demain. 1, l'empathie, ça a été évoqué. En fait, on appelle tout ça les compétences relationnelles. 2, la capacité à travailler en réseau. 3, la capacité à confronter
en collectif, en peer-to-peer, en learn-to-peer-to-peer, disent les Américains, c'est-à-dire de pair à pair. Et ce que doit faire, à mon avis, aujourd'hui, un dirigeant sur ces sujets-là, c'est de favoriser cette créativité-là. Bien Et sûr. notamment, les outils de formation le permettent. Vous partagez le même avis justement sur... Oui, je partage complètement l'avis de Joël en ce qui consiste à dire que, bien évidemment, ça ne va pas éradiquer les choses. Mais moi, j'ai un point de vue un peu double, en fait. Pour moi, l'intelligence artificielle, elle arrive dans la chaîne de valeur à deux endroits. En tout cas, en Oui. ce qui nous concerne, nous, organismes de formation. Le premier, effectivement, c'est qu'il y a un impact significatif quant à la transformation des métiers et à la disparition de certains métiers. Donc, quant à la disparition de certains métiers, on ne peut pas faire grand-chose. Quant à la création de nouveaux métiers et à la mutation des autres métiers, c'est là où nous, on intervient. Donc, nous, on a une plateforme qui permet ça. Maintenant, l'intelligence artificielle, on la réutilise. Nous, organismes de formation, en l'occurrence 100% en ligne, c'est aussi sur ça qu'on surfe. C'est qu'on va s'appuyer, entre guillemets, sur l'IA pour mieux connaître les apprenants, pour mieux connaître leur cursus, pour mieux connaître leurs attentes, pour matcher leurs attentes avec les attentes marché et pour pouvoir proposer des formations beaucoup plus adaptées. Donc c'est ce qu'on appelle de l'adaptive learning. Oui. C'est ce qu'on appelle aussi du predictive learning. Donc c'est essayer le mieux possible de surfer sur cette intelligence artificielle pour doper les humains, les hommes, de la bonne compétence pour leur permettre justement d'appréhender le mieux possible les changements, les transformations de leur métier, les compétences nouvelles qu'ils vont devoir connaître, relatives justement à ce que l'intelligence artificielle a créé en bout de chaîne, si vous voulez, enfin, au début de la chaîne plutôt. Est-ce que ça veut dire que dans vos métiers, et donc pour les associations professionnelles, ça va vous permettre de déstandardiser la formation, les formations, pour avoir les moyens d'individualiser chacune des formations, mais en faisant vraiment de la dentelle, du sur-mesure et non plus du prêt-à-porter? Est-ce que c'est cette opportunité aussi sur laquelle vous avez envie de surfer? L'intelligence artificielle, adossée au big data, va nous permettre de renforcer du sur-mesure sur la cible des TPE, très Oui. petites entreprises, on en a 300 000, Oui. et sur la cible des particuliers, des individus. On est en discussion aujourd'hui avec les pouvoirs publics, une nouvelle transformation de la formation professionnelle s'annonce, ce n'est pas le sujet de notre rencontre. Et un des trucs, c'est sur application smartphone et tablette, la possibilité de mettre votre compte personnel formation. Bon, c'est le grand truc là qui va sortir. Le sujet aujourd'hui, pour un patron de fédération professionnelle, c'est de dire oui, mais comment avec ça les gens ne vont pas s'en servir spontanément. Comment est-ce que je peux porter une politique professionnelle en utilisant ces outils-là? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, je vais pouvoir adresser 5,7 millions de salariés, ce que je ne pouvais pas faire jusqu'à présent, grâce à l'IA. Notamment en faisant, à travers une plateforme, la capacité à pousser sur la base de tout l'historique des relations de formation que j'ai pu avoir avec des gens dont le profil ressemble à celui qui va, par exemple, solliciter l'application, de pouvoir pousser des offres. C'est-à-dire, effectivement, c'est exactement ça, être dans le personnalisé. Mais la difficulté, c'est que les gens ne partent pas se former pour le plaisir de se former. Il faut qu'ils aient un intérêt. Il faut que ça corresponde à une évolution. Si on n'est pas en capacité de montrer que ça concourt à une transformation, ça concourt à un changement, par exemple l'accès à une qualification supérieure, on n'a pas un passage à l'acte. Oui. C'est une illusion de s'imaginer qu'on part en formation pour le plaisir, on va se former comme ça. Non, c'est un effort supplémentaire, c'est un acte volontaire. Pour réussir cela, il faut effectivement personnaliser. Oui. Et la capacité à amener à plus de personnes de l'information personnalisée, par exemple en poussant des offres, y compris des offres métiers, en particulier soutenues par la branche professionnelle, ça, c'est ce qui est aujourd'hui rendu possible par l'intelligence artificielle. En tout cas, dans mon métier à moi, à la GFOS PME. Je ne pouvais pas le faire il y a 2 ans de cela. Dans 6 mois, je pourrais le faire. C'est assez extraordinaire. Donc ça ouvre les opportunités. En quoi l'IA vous permet, vous, d'ouvrir beaucoup plus d'opportunités, justement? C'est une technologie beaucoup plus poussée qui nous permet d'analyser une masse de données extrêmement importante. Il faut savoir que sur la plateforme, on a à peu près 3 millions d'utilisateurs. Bien évidemment, tous ces utilisateurs ne sont pas dans des cursus diplômants. Néanmoins, on peut quand même récupérer énormément d'infos, ce qu'on va appeler des traces, en fait. C'est-à-dire qu'on va analyser la façon
dont ils ont de se comporter sur la plateforme. Donc premièrement, ça nous permet de créer une expérience apprenant qui est la plus optimale possible. Il ne faut pas oublier justement quand on fait de la formation d'une façon générale et de la formation en ligne, je le dis et j'en ai pas honte, mais le décrochage, il faut lutter contre. Oui. Et donc du coup, plus on offre une expérience utilisateur apprenante, intéressante, sympa, ludique, Fidélisante aussi, oui. fidélisante, et plus du coup on lutte contre le décrochage. Et ça, l'IA nous le permet, c'est-à-dire qu'aller chercher, pouvoir analyser, structurer et derrière sortir une analyse concrète du surf de nos apprenants, ça nous permet du coup d'améliorer l'expérience apprenant. Et d'autre part, on va pouvoir aller analyser les contenus qu'ils vont consommer, on va pouvoir aller voir la façon dont ils consomment aussi ces contenus-là. Est-ce qu'ils vont plutôt chercher de la vidéo, plutôt du texte, au travers des échanges qu'ils vont pouvoir avoir les uns vis-à-vis des autres. On va éventuellement pouvoir remonter des problèmes ou des problématiques ou voilà, des soucis qu'ils peuvent rencontrer. Enfin, tout ça, c'est de la donnée, c'est de la data qu'il faudra analyser, qui va nous permettre de pouvoir mieux gérer l'expérience apprenant et proposer les meilleurs contenus aux meilleures personnes. Joël, une réaction rapide là-dessus? Oui. Le sujet dont on parle, ce n'est pas que l'affaire des ingénieurs Bac plus 5 qui sont data scientists. Je crois qu'il faut... Bien sûr. Voilà. Pour créer l'analyse, il faut des data scientists. Maintenant, ça s'adresse effectivement. Non, mais je suis dans la salle et je vous écoute, public, je suis débutant. Vous ne me foutez pas dehors, quoi. Non, Non, bien évidemment que non. mais c'est pas ça. C'est qu'on a besoin aujourd'hui de niveau Bac plus 3, qui peut être embauchable dans nos entreprises, et pas nécessairement des Bac plus 5 et plus, sur ces questions-là. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse émerger des qualifications professionnelles et qu'on les aide sur ce type de niveau-là. Nous, aujourd'hui, on est en train de conduire des opérations tests, y compris avec des personnes en chômage de longue durée, en retour à l'emploi, sur l'acquisition des compétences numériques adaptables à des petites entreprises. On a des taux de réussite et des taux de placement extraordinaires. Pourquoi? Parce que les outils commencent à être accessibles de plus en plus facilement. Ça ne veut pas dire que demain, on n'aura pas toujours besoin d'ingénieurs qui vont nous penser, mais on ne pourra pas en mettre dans toute entreprise en virage numérique. Ça n'a pas de sens. Oui. Donc la capacité aujourd'hui, c'est d'accompagner le virage numérique avec les niveaux de compétences que l'on pourra avoir, qu'on pourra, entre guillemets, acheter. C'est une stratégie pour nous essentielle si on veut amener le virage numérique dans des entreprises de plus petite taille. C'est l'enjeu pour demain. Dernière chose, pour conclure, si vous voulez bien tous les deux, est-ce que ça veut dire que l'avenir de nos métiers, de tous les métiers quels qu'ils soient, passe obligatoirement par l'enseignement en fait, de l'intelligence artificielle et par cette connaissance qui doit devenir une connaissance de base? Ça passe pas par l'enseignement de l'intelligence artificielle, enfin en tout cas je ne pense pas. D'accord. La seule chose qui est importante, c'est comme pour beaucoup de choses, c'est le bon sens et c'est juste la culture, c'est plutôt l'enseignement d'une culture. C'est-à-dire qu'il faut juste éveiller les consciences, il faut faire prendre conscience à l'ensemble des salariés que les métiers vont changer, il faut leur faire prendre conscience qu'ils vont devoir se former tout au long de leur vie, il faut leur faire prendre conscience que leur approche de la formation doit elle aussi changer et muter. En revanche, qu'ils ne connaissent pas la façon dont fonctionne précisément l'intelligence artificielle, c'est pas très grave. Comme l'a dit Joël, enfin, on n'a pas besoin de data scientists, on n'a pas besoin de millions de data scientists. On a juste besoin de personnes qui comprennent la valeur de la formation. Si derrière, ils n'ont pas forcément saisi qu'il y avait de l'IA, en soi, c'est pas très très grave en fait. Ça dépend juste du métier qu'ils vont faire. Joël? Oui. On ne peut amener de l'IA que sur des gens qui ont un savoir-faire technique. Donc, renforçons le savoir-faire technique. 2, il faut former aux compétences plus abstraites, comme la résolution de problèmes, les compétences relationnelles, on parlait d'empathie tout à l'heure, hein, et aux capacités d'adaptation. Et 3, il faut pouvoir mettre à disposition à des chargés de clientèle, à des populations données, des logiciels d'IA, y compris en situation de test, pour faire dégonfler la peur et voir que c'est possible. Mettre en situation de travail. Voilà. Et rassurer, bien sûr. Et donc rassurer. Donc c'est pas de l'enseignement, c'est de la mise en situation. Je voudrais qu'on vous remercie tous les deux d'avoir éclairé nos cultures. Merci beaucoup à l'un et à l'autre pour votre contribution. Merci infiniment.